Alors l'économie circulaire est utilisée de manière très diverse selon les acteurs, selon leurs intérêts et leurs idées sur la transition écologique. Mais globalement, l'économie circulaire, évidemment ce qui est important c'est le mot circulaire, c'est une rupture avec la logique de l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est l'économie de la première révolution industrielle, de la deuxième révolution industrielle. Une économie dans laquelle on extrait des ressources naturelles qui d'ailleurs pour les économistes contemporains, les classiques du 19e, du 18e, puis les néoclassiques, les ressources naturelles n'ont pas de coût, donc on les extrait le plus abondamment possible. N'ont pas de coût au sens, n'ont pas de coût de valeur intrinsèque, mais ont un coût d'extraction. Puis on produit à partir de ces matières premières, on consomme et on jette les déchets de la production et de la consommation. Donc ça a conduit à l'invention de la poubelle, puisque les villes se sont retrouvées un petit peu face à des sommes croissantes de déchets qu'il fallait gérer. Et cette prise de conscience, on parle, vous savez, de l'océan de déchets, cette prise de conscience croissante de l'accumulation des déchets a conduit à l'idée de l'économie circulaire, donc de rupture avec la linéarité par rebouclage, c'est-à-dire que les déchets, on essaye d'en refaire quelque chose, ils rentrent dans le cycle. Donc d'abord circularité, c'est étymologiquement l'économie circulaire liée à l'idée de rentrer dans le cycle, donc de recyclage. Donc la première idée d'économie circulaire, c'est de recycler les déchets. Assez rapidement, on s'est rendu compte des limites du potentiel du recyclage. En réalité, on recycle très peu encore aujourd'hui des matières rejetées. On recycle aussi très peu des énergies rejetées. Donc plus largement, on désigne en général aujourd'hui par économie circulaire ce qu'on appelle la notion des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Donc réduire par l'éco-conception, réduire par l'efficience énergétique, l'efficience matérielle, etc. Réutiliser par la réparation. Alors au niveau des consommateurs, ça va être l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage, et recycler lorsque finalement il n'y a pas eu possibilité de faire autre chose que de jeter. Donc ça, c'est une vision déjà assez poussée de l'économie circulaire. L'économie circulaire concerne à la fois l'agent économique en tant que consommateur ou en tant que producteur. Le producteur, ça va beaucoup être des questions, encore une fois, de recherche d'efficience, éventuellement de coopération avec d'autres producteurs, pour trouver par exemple des situations dans lesquelles votre déchet peut être une ressource pour un autre producteur. Pour le consommateur, évidemment, il va y avoir le tri des déchets, il va y avoir l'économie du partage, l'économie collaborative. Dans tous les cas, c'est réfléchir bien plus qu'on ne faisait avant sur qu'est-ce que je fais lorsque je consomme, qu'est-ce que je fais lorsque je jette, qu'est-ce que ça a comme conséquence en termes d'énergie, en termes de déchets, etc. Malgré tout, derrière le concept d'économie circulaire, on a aujourd'hui des idéologies assez variables, notamment en rapport avec la notion très importante de sobriété. Ça dépend ce qu'on voit derrière le terme d'économie circulaire. Comme je le disais, il y a différents degrés d'appréhension de ce qu'est l'économie circulaire, et notamment le plus important, c'est qu'est-ce qu'on voit derrière le terme de réduction. Si la réduction, c'est simplement l'efficience énergétique et matérielle, l'éco-conception, la réduction des emballages, bon, évidemment, les effets sont toujours positifs. Tout ce qui est fait dans ce sens est, en tout cas en termes d'effets directs, positif, mais on est probablement loin des enjeux écologiques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'économie a horreur du vide, c'est-à-dire que ce qu'on a économisé là, on va probablement le compenser par d'autres types de production, d'autres types de ventes. Si au contraire l'économie circulaire, c'est réduire au sens de profondément repenser notre système économique et nos modes de pensée et nos valeurs en ne consommant que ce qui est nécessaire. Et donc là, évidemment, on arrive à la notion de sobriété désirée, et pas sobriété subie. On pense aux notions pour ce qui est l'industrie, de low-tech ou de technologie douce. Donc l'idée d'innover et de réfléchir pour en fait faire moins au sens d'avoir moins d'impact sur la planète d'une manière générale.
eh bien là, oui, ça a une capacité transformatrice très importante. Et le véritable nœud du débat, il est là, autour du terme, fameux terme dont on parle de plus en plus, de sobriété. Qu'est-ce qu'on entend par sobriété? Un exemple qui est assez amusant en marketing, c'est l'entreprise Patagonia, que beaucoup de gens connaissent, qui est une entreprise canadienne de matériel de sport, notamment outdoor, qui titrait une publicité « N'achetez pas ce manteau » et sous-titré « Sauf si vous en avez réellement besoin ». On voit le paradoxe absolu, en fait, c'est que Patagonia, en poussant son raisonnement développement durable, on voit bien que de toute façon, même si vous achetez un manteau produit à partir de matériaux fortement écologiques, que vous avez pris soin d'un maximum de choses dans le transport, dans la production, dans la capacité de ce manteau ensuite éventuellement à être recyclé, à durer longtemps, etc., à être réparé, vous avez effectivement fait quelque chose de positif par rapport à une situation où on achète un manteau beaucoup moins écologique, mais vous avez fait quelque chose de négatif par rapport à une situation où vous n'achetez pas de manteau. Donc le fond du problème, et auquel peu d'économistes ou d'acteurs politiques acceptent de se confronter, c'est que toute consommation, de toute façon, c'est une détérioration relative de la situation écologique de la planète, même si cette consommation, enfin, à quelques rares exceptions près, et toute production et toute consommation, en général, a un impact sur le réchauffement climatique, notamment. Alors on pourrait prendre juste comme exception une production alimentaire, agroécologique, qui peut contribuer au renouvellement du vivant, à l'enrichissement des sols, etc. etc. Mais derrière, vous allez éventuellement, si vous produisez des tomates, vous allez transporter ces tomates en camion en général, donc il y a un impact environnemental. Donc, est-ce que c'est effectivement révolutionnaire? Encore une fois, ça dépend de ce qu'on voit derrière le terme de réduction et donc de sobriété. À mon avis, c'est vraiment là le cœur du problème. Si on a une vision assez poussée de l'économie circulaire et donc du concept de sobriété, incontestablement, quelle que soit la manière dont on définit la croissance, oui, l'économie circulaire défavorise la croissance. Donc si on considère qu'il faut, dès que c'est possible, consommer et produire moins, forcément, la croissance, c'est la somme des productions vendues. Donc oui, bon, donc en général, c'est pour ça que les tenants de l'économie circulaire poussent rarement le concept de sobriété jusque-là, parce qu'ils sont souvent les mêmes que les tenants de la croissance verte. Donc maintenant, si on part sur le concept d'économie circulaire tel qu'il est plus largement utilisé, c'est-à-dire non pas comme l'idée de sobriété à tous les étages, mais plutôt comme l'idée de continuer à produire en étant plus efficient et moins impactant, alors là, c'est vraiment à apprécier au cas par cas. Et le gros problème, c'est que les effets indirects sont souvent opposés aux effets directs. Il faut toujours regarder les effets directs, évidemment, ce qui sont assez évidents, puis les effets indirects. Le premier sujet, c'est comment on définit la croissance. La croissance, c'est la croissance du PIB. Le PIB, c'est, pour dire les choses très simplement, tout ce qui est vendu. C'est pas ce qui est à votre disposition, c'est pas ce qui existe, c'est pas les richesses matérielles que vous pouvez observer ou mobiliser, c'est ce qui est vendu. Si on regarde maintenant la croissance de façon plus intuitive, comme en gros la quantité d'activités, d'emplois, de services et de biens que vous avez à votre disposition, donc là je disais les effets sont très variables et appréciés au cas par cas. Si on prend l'exemple du recyclage, on va dire le recyclage, a priori, est-ce que ça a un effet positif ou négatif? C'est difficile à dire. Alors ça a un effet négatif direct pour les producteurs de matières premières qui se voient substituer des matières recyclées, des déchets. Sauf qu'évidemment, l'activité de recyclage en elle-même, il y a du transport, il y a de l'industrie, etc., génère de la croissance. Donc là, c'est à voir au cas par cas. Sur maintenant l'écologie, en général, les effets sont opposés. C'est-à-dire ce qui évidemment marche très bien, c'est que ce qui est favorable à la croissance de l'activité économique est défavorable à l'écologie. Quand on prend le recyclage, l'effet direct, il est favorable à l'écologie. J'ai dit défavorable à la croissance, favorable à l'écologie, puisqu'on va moins extraire de matières premières et on va moins émettre de déchets, sauf qu'on crée une nouvelle industrie qui elle-même va consommer de l'énergie et qui en plus va avoir besoin de ces déchets. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place une infrastructure de recyclage d'un déchet, avec mettons une usine, etc., une filière, etc., vous avez besoin de ces déchets. Donc où est l'incitation à réduire les déchets si les déchets deviennent une matière première pour une activité industrielle? Donc vous voyez, à chaque fois, c'est très compliqué. Il faut regarder les effets directs, y compris à moyen long terme. On a plein d'exemples qui sont a priori des exemples vertueux, qui ont au final des effets
positif effectivement sur l'activité économique, et ça c'est bien normal, puisque c'est notre façon de réfléchir et de concevoir le monde, et négatif sur l'impact écologique. Exemple, Vinted, que tous les jeunes connaissent. Évidemment, réutiliser des vêtements, c'est bien. Maintenant, on se rend bien compte aujourd'hui que cet effet positif direct, il est largement compensé par des effets négatifs indirects, comme la croissance très forte des achats de vêtements, puisqu'on sait qu'on va pouvoir les revendre. Donc on change beaucoup plus souvent, et la croissance très très forte des transports urbains sur des petits trajets, qui sont de très loin les plus polluants. C'est-à-dire qu'on peut avoir une camionnette d'1,5 tonne ou de 2 tonnes pour transporter 3 pantalons, et là c'est totalement désastreux sur un plan écologique. Si on prend l'exemple de la méthanisation par exemple, alors la méthanisation, si on se dit sur sa ferme, mais même à la limite, hein, si vous avez un jardin, vous êtes à la campagne, avoir un petit appareil de méthanisation pour recycler les déchets verts et les fientes, etc., c'est souvent très positif, surtout si vous économisez une infrastructure d'alimentation en énergie sur un lieu, etc., etc. Maintenant, concevoir, même si la méthanisation a il y a 2 chercheurs qui le montrent très très bien, hein, qui ont d'ailleurs communiqué auprès du Parlement pour montrer notamment le caractère polluant des derniers résidus du processus. Mais bon, ça c'est autre chose. Et maintenant, si vous créez une industrie de la méthanisation, on sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'effets alors désirables sur un plan économique, hein, mais indésirables sur un plan écologique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la substitution à la production agricole, c'est la création de grosses infrastructures ultra technologiques qui, du coup, vont devoir être alimentées par des déchets. Donc on finit parfois par jeter des éléments qui auraient pu nourrir, tout simplement pour faire du méthane qui peut être plus rémunérateur, etc. Donc à chaque fois qu'on regarde, faut vraiment faire du cas par cas, et il y a des effets indirects qui souvent sont positifs sur un plan économique et négatifs sur un plan écologique. Ce qu'il faut avoir en tête, et que nous dit bien le GIEC, mais même l'ADEME, etc., c'est que tout ce qui conduit à créer de nouvelles infrastructures, c'est à éviter. Or, c'est la base de l'industrialisation, du recyclage, etc., etc. Dès qu'on construit des nouvelles infrastructures, on construit notamment quelque chose qui est intrinsèquement à demander beaucoup d'énergie et de matières premières, mais en plus qu'il va falloir entretenir. Derrière, il y a de l'emploi, etc. Donc il va falloir amortir ces investissements. Donc l'investissement dans des infrastructures qui vont être amorties sur des années et des dizaines d'années, en gros, c'est l'assurance que on ne va pas avoir d'intérêt à des comportements de sobriété, quoi. Oui et non. C'est le sujet toujours très délicat. Et pourquoi ce sujet est délicat? Parce que la plupart des gens se représentent ce qu'est la croissance, alors que la manière dont la croissance est mesurée dans les comptabilités nationales n'est pas du tout conforme à ces représentations. Les gens se disent si on renonce à la croissance, on va retourner à l'âge de pierre. Enfin, c'est l'expression qu'on entend des fois, à l'âge de pierre, au Moyen-Âge, etc. Mais renoncer au PIB comme indicateur de mesure, c'est pas du tout la même chose que de renoncer dans notre quotidien à utiliser des biens, des services ou avoir du capital qui nous est cher. Donc ça suppose en réalité de savoir ce qu'est le PIB. Le PIB, ça a été créé, ça a été inventé par un économiste dans les années 30 aux États-Unis à la demande du gouvernement américain. Et c'est vraiment un indicateur de mesure et qui est d'abord très subtil, hein, il y a plein de façons de le mesurer, ça marche très bien sur un plan comptable, on va dire, mais qui nous amène à beaucoup de paradoxes. Donc certains prix Nobel d'ailleurs, comme Stiglitz ou Amartya Sen, mettent en évidence le côté délirant. Stiglitz disait par exemple, fin des années 2000, les États-Unis dépensent 15% de leur richesse pour la santé, la France 11%. Est-ce que les Américains sont en meilleure santé que les Français? Bon, la réponse elle est non. Et si on pousse un peu plus loin ce paradoxe, il faut savoir que si du jour au lendemain, les Américains étaient tous en bonne santé, ce serait peut-être la plus grande crise économique qu'on aurait connue depuis les années 30. Alors, est-ce que ça veut dire que d'être en bonne santé, c'est de la décroissance? C'est bien le paradoxe. C'est un paradoxe absolu. Vraiment, et ce serait pareil en France, alors même si c'est que 11%, et puis qu'en France, il y a beaucoup de santé qui est financée par l'argent public, donc il y aurait des effets bénéfiques. Dans un pays où la santé est financée essentiellement par de l'argent privé, il faut que les gens soient malades, on va dire, globalement, au moins à court terme. Alors un économiste de l'offre va dire, oui, mais si les gens sont malades,
ils produisent moins, sauf qu'en réalité, la main-d'œuvre comme ressource sur la planète, on n'en manque pas du tout. On pourrait produire plus avec moins de main-d'œuvre, hein, sans aucune difficulté. Donc le problème, c'est cet indicateur, des économistes, encore une fois, qui sont des prix Nobel, le disent. Le PIB mesure ce qui est vendu. Donc c'est pas savoir si vous avez une tomate à votre disposition ou pas, c'est de savoir si vous avez acheté cette tomate ou pas. Si vous recyclez vos graines de tomates dans votre jardin, que vous avez juste 4 mètres à pied pour cueillir votre tomate, eh bien là, effectivement, vous avez une tomate à votre disposition qui a créé aucun PIB. Si vous achetez des graines, bah, vous avez fait un petit peu de PIB, donc ça c'est toute l'économie du jardinage. Si vous achetez une tomate et qu'en plus vous êtes allé en voiture pour acheter cette tomate, eh ben, vous avez fait beaucoup de PIB. Pourtant, à la fin, c'est toujours une tomate. Donc c'est pas ce que vous avez à votre disposition, c'est ce que vous achetez, le PIB, et c'est pas du tout la même chose. Il y a plein d'autres paradoxes. Donc je parlais de la santé, mais un accident de voiture, le fait de couper un arbre, automatiquement, si vous faites quelque chose de ce bois, vous avez généré du PIB. Pourquoi? Parce que dans le calcul du PIB, un autre problème, c'est qu'on ne donne pas de valeur, comme je disais tout à l'heure, intrinsèque aux ressources naturelles, des arbres, un glacier, une vie animale, etc. Non, pour un économiste et dans le calcul du PIB, aucune valeur. Donc, forcément, abattre un arbre, vu que ça coûte pas très cher l'abattage, pour en faire des palettes, un meuble, etc., bah, ça génère du PIB. Est-ce que pourtant on est directement plus riche lorsqu'on a abattu un arbre? La plupart des gens vous diront non. Et pourtant, ils ont peur de ce concept de décroissance, on va dire. Donc voilà, la question c'est comment on mesure la croissance et concrètement, qu'est-ce qui peut contribuer même à notre confort matériel. Et le PIB le mesure mal. On peut très bien accroître notre confort matériel sans avoir d'impact positif sur le PIB. Pour les entreprises, j'ai envie de dire, il y a deux types d'entreprises. Il y a des multinationales comme ExxonMobil qui savent très bien depuis les années 60 hein, l'impact de leur activité sur l'avenir de la vie humaine et pas que humaine sur Terre hein, et qui financent des campagnes de communication pour faire croire le contraire. Donc là, c'est une forme de criminalité. Ces entreprises sont bien sûr ultra minoritaires quantitativement, mais elles pèsent beaucoup politiquement, sous forme de lobby, par leur impact encore une fois sur la communication, communication dans laquelle elles investissent des fortunes. Maintenant, la grande majorité des entreprises est dirigée par des gens normaux. Et cela, bah, c'est un sacré défi pour eux. C'est des citoyens, c'est des entrepreneurs, c'est des entreprises qui doivent donc, comme tout le monde, pour réussir à participer à la transition écologique, beaucoup réfléchir, se former comme tout le monde aux problématiques de l'énergie, d'ailleurs des sujets pour lesquels on a beaucoup de gens formés potentiellement, notamment en France. Hein. Donc c'est pas tellement la capacité ou la compétence dans l'absolu qui manque, hein, c'est vraiment bah, comme peut le faire le Shift Project ou autre, vraiment avoir des connaissances assez pointues sur les effets produits par certains types de production. Et donc les mots-clés, on l'a dit tout à l'heure, là on retombe sur l'écologie industrielle, etc., éco-conception, cycle de l'énergie, travail sur les emballages, relocalisation, etc., etc. Il y a un chef d'entreprise assez génial qui s'appelle Emmanuel Druon, qui dirige une entreprise de fabrication d'enveloppes dans le nord de la France, qui écrit des petits bouquins sur notamment le syndrome du poisson-lune, sur une manière de penser l'entreprise de manière écologique et pourtant rentable. Et donc le gros problème pour les entreprises, c'est que les entreprises, elles sont quand même financées par les ventes, et que si elles engagent des coûts importants, bah, ça ne peut être viable dans un système concurrentiel à moyen long terme que si les consommateurs valorisent cet investissement. Donc ça veut dire que l'entreprise non seulement elle doit faire beaucoup d'efforts, mais elle doit convaincre ses clients de l'existence de ces efforts, donc c'est pour ça qu'on passe par des labels, des choses comme ça, de l'efficience de ces efforts et du fait que ces efforts apportent de la valeur aux clients. Donc ça veut dire que non seulement ils ont des défis sur un plan industriel, mais ils ont des défis sur un plan marketing, sur le plan de la communication. Et malheureusement, on sait qu'un certain nombre de consommateurs n'a pas du tout comme priorité l'écologie industrielle. Donc les entreprises sont quand même très fortement les mains liées par les attentes des consommateurs, les attentes dominantes. Et elles n'ont pas toutes les cartes en main. La première remarque que j'ai envie de faire, elle est que
un changement d'état d'esprit philosophique, on pourrait dire, hein, de ce qu'on appelle la dimension axiologique, probablement indispensable. Aurélien Barraud, astrophysicien assez connu, qui fait de brillantes conférences sur le sujet, dit, et je crois que c'est tout à fait vrai, tant qu'un SUV, ça ne sera pas vu comme ringard, hein, on s'en sortira pas, quoi. Donc la première chose, c'est que ça reste très très vrai aujourd'hui, le mode de vie des riches, c'est une aspiration. Et d'ailleurs, je me fais souvent la réflexion de dire, on tolère des choses, bah, regardez l'histoire du sous-marin sur le Titanic ou le PSG qui prend l'avion, on tolère des choses juste parce que ce sont des riches et c'est presque une convention en fait, on considère que bon, bah, ils ont le droit puisqu'ils sont riches, alors qu'en réalité, est-il vraiment nécessaire de prendre l'avion pour faire Paris-Nantes? Bon, donc ça c'est la première chose, et si l'aspiration c'est le mode de vie des riches, le mode de vie des riches c'est essentiellement la consommation. Maintenant, si bon, on abandonne cet aspect philosophique, même si est très important, et qu'on regarde des aspects très pratiques, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, et le GIEC, hein, c'est l'axe 2 des rapports du GIEC, hein, il y a des centaines de pages de choses à faire. Que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Déjà, si on veut vraiment avoir un effet direct le plus important possible, évidemment, c'est la consommation de viande, notamment de viande de bœuf, qui pose des problèmes à plusieurs titres. Faut savoir quand même que l'élevage occupe les 3/4 des terres agricoles, enfin, en gros, de façon directe ou indirecte, les 3/4 des terres agricoles de la planète. Alors qu'on est censé consommer de la viande 1 ou 2 fois par semaine dans l'idéal. C'est de prendre évidemment des transports, choisir des transports doux. Alors si on a la flemme de faire du vélo, bah, c'est le covoiturage, tout ça, ça a des effets vraiment de levier assez importants, évidemment. Toute chose égale par ailleurs, si vous voyagez à 2 dans une voiture au lieu de 1, bah, vous avez divisé par 2 votre impact, hein, de ce transport. Voilà. Et puis, donc ça c'est sur un plan individuel. Et puis, pour aller plus loin, eh bien, c'est l'économie du partage, l'économie collaborative, etc. Donc ça nécessite de l'investissement. En réalité, on peut consommer probablement autant d'outils, de moyens de transport, etc., en étant beaucoup plus écologique si on partage bien davantage les infrastructures, les outils, etc. Exemple tout bête, dans les maisons, il y a quand même des millions de Français qui ont des maisons avec des jardins. Bah, chacun a sa tondeuse, chacun a son Karcher, chacun à sa perceuse, etc. Il suffit de s'entendre avec les voisins lorsqu'il faut changer un appareil. Alors évidemment, souvent, il y en a il y a le point d'entrée, mais si on s'entend pour acheter un matériel beaucoup plus résistant, beaucoup plus durable, et que l'on partage, on a toujours accès aux mêmes outils. Et on a divisé, si on le divise à 5, on a divisé par 5 son impact. C'est donc considérable. Maintenant, la vérité, souvent, et c'est comme pour le covoiturage, c'est que les gens souvent encore n'en ont pas envie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Donc oui, clairement, l'écologie, ça veut dire se prendre la tête. Et ça veut dire notamment investir dans du lien social. Ça veut dire effectivement discuter autour de soi pour trouver des solutions plus intelligentes, souvent au niveau local, au niveau du voisinage, que ce soit le voisinage d'entreprise, en écologie industrielle, que ce soit le voisinage des particuliers. Donc ça ne peut pas être aussi confortable que le mode de consommation individuel jusqu'à aujourd'hui, mais ça peut être tout aussi ça peut en tout cas nous permettre d'accéder autant aux services d'outils, ça peut nous permettre de manger autant, avec autant de plaisir, etc. Sans, je parle même pas de l'aspect plaisir des relations, même sur un plan matériel. Si on fait l'effort de trouver des solutions avec d'autres pour se transporter, pour faire du jardinage, pour faire de la cuisine, eh ben, on a une réduction tout à fait significative de son impact écologique. Et au final, toutes ces voies, la méthanisation, le partage, le partage de voitures, toutes ces potentialités ont en général un effet positif au niveau écologique lorsqu'elles sont faites localement. C'est-à-dire lorsqu'on n'a pas généré une nouvelle industrie pour méthaniser, une nouvelle industrie pour l'éco-partage, etc., pour le partage de voitures, etc., etc. Là, c'est sûr, ça a un effet écologique direct positif. Ça a un effet économique direct quand même potentiellement plutôt négatif, parce que malgré tout, il vaut mieux vendre 5 Karcher de mauvaise qualité sur le plan du PIB qu'un Karcher de très bonne qualité. Ça génère plus de PIB.
À l'inverse, lorsque donc on crée des industries du recyclage, on crée des industries qui génèrent de la pollution en grande quantité, des infrastructures polluantes et qu'il va durablement falloir entretenir et rentabiliser, etc. Et souvent, les effets indirects peuvent malheureusement plus que compenser les effets directs. Donc c'est toujours cette idée, est-ce que vous faites confiance au marché pour régler les problèmes écologiques ou pas? Si vous faites confiance au marché, au final, il y a très peu de chances qu'il y ait des effets réellement positifs sur un plan écologique, mais il y aura des effets positifs sur un plan économique.